Moi, j'avais une question par Ouais. rapport justement au concept de ton réseau neuronal qui me fait penser au Mixture for Expert. Je ne sais pas si c'est Oui. le même concept ou pas. Ou... Alors, Mixture Expert, les LMM les plus grands, effectivement, vont pas utiliser, j'ai résumé un petit peu, ils vont pas utiliser chaque cellule dans le feuille d'Excel euh, parce ils vont avoir 8 feuilles d'Excel et puis ils vont lancer un ou jusqu'à, ils vont viser quelle feuille d'Excel faut-il utiliser pour ce problème-là. Donc, ça économise de l'énergie. Donc, si on a un mixture experts avec 16 experts, on divise par 16 la quantité d'énergie, mais on est toujours euh, allez, des centaines de millions de milliers de fois plus inefficace qu'un cerveau. Donc, oui, un mixture expert où chaque expert, en fait, c'était 3 neurones et ce sera le cerveau. Ok, ok. Parce que là, j'ai vu tu parlais de modèles qui peuvent tourner sur des ordi. Il y a le ChatGPT qui a sorti son modèle open source cet été. Je ne sais pas si tu as vu Ah OSS, oui, je oui, crois, oui, avec oui, oui, 120 milliards de paramètres et je crois qu'il y a 128 experts dedans. oui. Ah bah, Euh, très bien. Bah, donc ça, mais pour moi, ça change pas. Oui, même que ça soit open source ou pas, le façon où, de toute manière, autre problème avec tous ces systèmes-là, c'est que même si quand ça marche, c'est quasiment impossible de savoir qu'est-ce qu'il fait. C'est un des gros problèmes. Vous avez un truc avec des milliards de paramètres, même si vous le divisez en 128 blocs et vous pouvez le faire tourner individuellement, on vous dit, alors pourquoi votre contrôle d'avion a décidé de tourner à gauche et écraser dans la montagne et dit, ah ben c'est parce qu'il y avait des milliards de poids et je ne sais pas, mais bon, ben, normalement ça n'arrive pas. Et c'était exactement le problème avec ces systèmes-là, c'est qu'on ne peut pas scruter ce qu'il y a dedans. mais c'est comme un humain, oui, c'est comme pour un humain. Et donc, l'autre avantage de faire comme le cerveau, avec des neurones, c'est une grand-mère pour Mozart, 1756, né, etc., c'est on peut comprendre ce qu'il fait. C'est-à-dire, quand je pose une question au système et on active un certain nombre de neurones, ils activent des neurones en sortie, c'est analysable. D'ailleurs, avec Emiliano Lorini, qui était chercheur à l'IRIT, on a pensez à ça, c'était un système avec des neurones à spike et tractable en quelque sorte. On peut savoir ce qu'il a fait. Alors qu'un réseau de neurones LLM que tout le monde utilise est par définition totalement incompréhensible. Donc ça, c'est un autre avantage, je dirais. Mais je dirais que oui, déjà 1 million de fois plus efficace et deuxièmement, on peut comprendre ce que ça fait. Mais mon problème, je répète, c'est que je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui savait tout ça et comme moi peut écrire tout le code nécessaire pour le faire tourner sur un Mac ou sur un iPhone ou je n'importe quoi, pouvait avoir un système immensément plus de connaissances et de rapidité qu'un être humain. Et donc, je suis avec Jeff Hinton sur le fait que, pensons, comment on va contrôler un système qui est beaucoup plus puissant que soi-même, que tous les êtres humains ensemble, en gros. Voilà. Merci, Luc a levé la main. Oui, en fait, je vois trois sujets dans ce qu'on vient d'évoquer là. Le premier, et c'est ce que tu as abordé tout de suite, que les gens ont du mal à appréhender, c'est la différence entre le fonctionnement des réseaux de neurones humains et des réseaux de neurones artificiels. Et donc, où tu disais qu'effectivement, avec une approche non statistique, le cerveau va beaucoup plus vite, ou peut aller, pour caricaturer, à l'essentiel pour apporter une réponse dès l'instant qu'il a la capacité de le faire. Alors que la différence, c'est que une IH suppose des données massives, une approche statistique, et c'est beaucoup plus lourd. Et effectivement, comme tu dis, ça consomme beaucoup plus d'énergie. Et ça, moi, c'est un de mes sujets récurrents parce que les, les, les gens ont du mal à percevoir cette différence entre IA et IH. Et ça, c'est un premier sujet sur lequel je pense qu'il faudrait beaucoup plus apporter l'accent et vulgariser pour faire comprendre
comprendre au kidam moyen ce point-là. Bon, le deuxième volet, c'est qu'effectivement, la puissance de calcul qui permet de faire tout ça. Aujourd'hui, on a dépassé le milliard d'opérations par seconde. Je crois que l'objectif des grands du numérique, c'est d'aller à 1000 milliards d'opérations par seconde. Bon, cette puissance de calcul est toujours s'accélère de façon exponentielle. Bon, c'est la loi de Moore. Tout le monde connaît ça et c'est pas fini de s'arrêter. Donc, effectivement, ça peut permettre avec des technologies telles que celles que toi tu évoques, ou Yann Lequin aussi l'évoque, hein, pour essayer de faire en sorte de faire converger l'IA et l'IH dans leur mode de fonctionnement, pas dans leur hardware, mais dans leur mode de fonctionnement, effectivement, ça peut à un moment donné être déstabilisant. Mais jusqu'où? Et donc, c'est là que toi, tu dis, problème existentiel, parce qu'effectivement, je peux faire beaucoup de choses avec les LLM et je peux programmer beaucoup de choses et aller très, très vite. Et là, c'est danger. Alors, c'est danger ou opportunité, ça, c'est le deuxième point qu'il faut évoquer. Et le troisième point, quand tu dis, finalement, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière, dès l'instant que, effectivement, s'il a fait tourner l'avion à droite pour que l'avion se crache dans la montagne, bon, c'est ce qu'on appelle la sûreté de fonctionnement en aéronautique, mais là justement, Anity, le labo de recherche 3IA de Toulouse, travaille sur l'IA de confiance, et je pense que ça vaudrait peut-être le coup de faire venir, je crois que François-Marie De Sav, d'ailleurs, pour en parler, mais faire venir un spécialiste d'Anity sur l'IA de confiance pour aborder ce sujet-là. Qu'est-ce qu'Anity propose par rapport au LLM pour arriver à faire caricature de la rétro-ingénierie et comprendre ce qui s'est passé. Bon, voilà, c'est ces 3 points que je vois. IA, IH, question existentielle et IA de confiance. C'est sûr que Anity, un des arguments de force pour Anity, c'est justement l'idée de faire un IA qui est explicable et qui on peut l'utiliser surtout à Toulouse avec l'avionique. C'est très important. On va pas mettre ChatGPT pour piloter un avion, au moins pour le moment, parce qu'effectivement, comme il peut halluciner et c'est très difficile de contrôler ça, la responsabilité de mettre ça en pilotage d'un avion, on est hésitant, disons. Ouais. Juste un point sur le fait que la différence entre le cerveau et de l'IA, moi je dirais que tout ce que j'ai fait en simulation, c'est de l'IA. Hein. Dans les années 90, je faisais des simulations avec ce qu'on avait à l'époque. On n'a pas besoin de hardware spécifique. Ça, c'est un des sujets qui anime beaucoup la communauté. Il y a des gens en neuromorphic computing qui pensent qu'il faut avoir des technologies totalement innovantes pour approcher aux 20 watts du cerveau. Et d'ailleurs, Jeff Hinton, prix Nobel, vous l'écoutez parler, il dit que pour lui, la différence entre un cerveau biologique et l'intelligence artificielle, c'est l'utilisation des calculs analogiques. C'est-à-dire que si on veut multiplier deux chiffres ensemble, on peut le faire numériquement ou on peut juste dire j'ai un résistance, j'ai un courant et le voltage en sortie dépend de la multiplication des deux. Voilà. Et donc, il y a tout un groupe de gens qui essaient de travailler sur des memristors, des composants où on peut stocker de l'information dans les résistances programmables. C'est une autre façon de faire. Pour moi, c'est intéressant, mais c'est absolument pas le secret du cerveau. Parce que si on voulait, moi je peux simuler un cerveau avec 1 milliard de neurones, avec chaque neurone peut avoir 1 milliard de connexions s'il veut. C'est-à-dire il y a 1 milliard puissance 2 nombre de connexions possibles. Si je voulais faire ça en hardware, il faut 1 milliard puissance 2 éléments. Moi, j'en ai pas besoin parce que tout ce qu'il me faut savoir, c'est que j'ai ma liste de neurones et je dois faire la liste des neurones sur lesquels chaque neurone est connecté. Et c'est d'ailleurs tout ce que je mets là-dessus. C'est juste une liste. Pour le neurone numéro 96 milliards, je ne sais pas quoi, vers quoi il est connecté. C'est juste une liste de trucs. Bon, normalement,
quand je fais un petit cerveau de 4 milliards de neurones, je peux le faire avec 4 octets. Si je veux 1 milliard de neurones, je mets 5 octets par connexion. Voilà. Et c'est là qu'en fait, quand j'entendais parler, ça fait un moment qu'on parle du Human Brain Project, et finalement, en résumé, on disait, bon, finalement, il suffit d'avoir entre 80 et 90 milliards de neurones virtuels, et finalement, on va avoir les mêmes résultats qu'avec le cerveau humain, ce qui me semblait complètement absurde. Ben, c'est ce que tu es en train de démontrer. Disons que le Human Brain Project, en gros, je suis pas aligné parce que je pense que bon, ce que les gens voulaient faire, c'est des modèles extrêmement détaillés de chaque neurone chaque neurone avait des milliers de connexions. Il fallait modéliser chaque synapse et les arbres dendritiques et tout ça. Et là, on bouffe toute la puissance de calcul en faisant des détails. C'est un peu comme simuler un arbre où on modélise chaque petit truc de l'arbre. Alors, si tout ce qu'on veut savoir, c'est des choses globales, on n'a pas besoin de tous ces détails-là. Donc, les neurones dans mon truc TerraBrain, c'est quoi? C'est un compteur 8 bits qui compte le nombre de touches qu'il a eu dans le dernier cycle, et s'il est parmi les plus excités, c'est un des neurones qui va décharger dans le prochain cycle. Donc voilà, bon, je pouvais entrer dans les détails, mais à chaque instant, quel que soit le nombre de neurones dans le système, vous dites, je veux que dans ce pas de temps, je ne veux que, allez, 1000 ou 100 ou 10. Vous choisissez le nombre de neurones que vous laissez décharger, ils propagent des spikes, vous regardez l'histogramme des activations et vous prenez le même nombre de neurones pour le prochain tour. Donc c'est ça que je fais avec mes simulations. Le système est en vie, il va continuer à décharger continuellement avec une activité qui est totalement contrôlée. Et bon, si c'est en cycle libre, il va pas faire grand-chose, mais si vous mettez des données en entrée, comme du texte, quel compositeur né en 1756, paf, le neurone le plus activé pour le prochain cycle, c'est Mozart. Voilà, c'est tout. Et on peut faire ça avec 10 neurones par cycle. C'est là la clé de l'efficacité. En gros, la question, c'est dans mon cerveau en ce moment, combien de neurones déchargent tous les secondes? Et la plupart des neurophysiologistes imaginent que c'est un spike par neurone. Donc, il y en a 96 milliards, donc ça veut dire 86 milliards de spikes par seconde. Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est une question expérimentale, mais c'est peut-être beaucoup, beaucoup moins que ça. Ouais, c'est l'équivalent de 20 watts. Simon, ta question, si j'ai bien compris, Simon, ta question, en fait, c'est comment on améliore les systèmes actuels. C'est plutôt ça que de comparer l'humain à une IA, quoi. Tu essayes simplement d'améliorer, enfin simplement, c'est extrêmement ambitieux, hein, mais tu essayes d'améliorer les systèmes actuels en t'inspirant de ce que fait le cerveau, c'est ça? C'est ça. Moi, je dirais que je peux vous donner tous les éléments nécessaires pour faire une simulation qui est plus puissante que le cerveau dans un cours d'1 heure. Voilà. Parce que beaucoup de structures du cerveau et les propriétés individuelles des neurones sont superflues pour ce que fait le cerveau, hein, pour moi. En gros, c'est une structure avec autant de neurones que vous voulez, et chaque neurone a un nombre arbitraire de connexions vers d'autres neurones, et qu'on propage des spikes, et voilà, c'est tout.